Et si je vous disais que le plus grand vol de banque de l'histoire du monde n'a pas été commis par des criminels portant des masques, ni par des pirates informatiques dans une cave sombre? Ce n'était pas un raid dramatique, avec des voitures de fuite qui crissaient dans les virages pendant que les sirènes hurlaient. Ce vol monumental a été commis par un gouvernement contre son propre peuple. Le cerveau qui a orchestré ce crime à des milliers de kilomètres de là, depuis son bureau du Kremlin, était Joseph Staline. Essayez de visualiser le poids impossible de 70 énormes éléphants africains, tous sculptés dans de l'or massif et brillant. Nous parlons de 510 tonnes de lingots d'or pur. C'était une fortune si immense qu'il fallait un convoi de camions juste pour la déplacer, une valeur qui défie l'entendement. Pourtant, cette richesse entière a disparu en une seule semaine. Elle n'a pas été volée par des bandits, mais officiellement transférée avec des papiers gouvernementaux. C'est l'histoire de la façon dont la 4e plus grande réserve d'or de la planète a été chargée sur des camions au milieu de la nuit et expédiée vers un pays qui n'avait jamais l'intention de la rendre. C'est l'histoire du jour où l'Espagne a fait faillite, le jour où ses fondations économiques ont été retirées de sous ses pieds comme un tapis. C'est un récit de trahison si dévastatrice que ses échos résonnent encore à travers la politique espagnole près de 90 ans plus tard. Et le reçu pour cette transaction manque toujours à l'appel. Pour comprendre cette catastrophe, nous devons retourner en 1936. Nous devons aller à Madrid, mais pas au Madrid des touristes. Nous devons imaginer une ville tremblante de peur, retenant son souffle, alors que la guerre civile espagnole explose comme une bombe. Les tensions politiques ont soudainement éclaté en une guerre ouverte. L'air est épais de l'odeur âcre de fumée et du goût métallique de la peur. Au lointain, vous pouvez entendre le grondement bas et sinistre de l'artillerie qui ressemble à un tonnerre qui ne s'arrête jamais. C'est le bruit de l'armée nationaliste du général Francisco Franco marchant sur la capitale, se rapprochant chaque jour. Ce sont des soldats ruteleux, aguerris, disciplinés et entraînés par les Allemands, soutenus par la Luftwaffe d'Hitler et les chars d'assaut de Mussolini. Ils avancent kilomètre par kilomètre malgré la résistance républicaine désespérée. Derrière les rues barricadées, des miliciens nerveux en uniforme disparate agrippent des fusils qu'ils savent à peine utiliser. Le gouvernement républicain est dans un état de panique absolue. Ils perdent sur tous les fronts. Leurs armées, composées principalement d'ouvriers et de paysans avec plus de passion que d'entraînement, manquent de coordination et d'équipement. Les officiers professionnels avaient fait défection vers Franco. Ce qui reste est un patchwork chaotique d'unités loyalistes, toutes courageuses mais pas prêtes pour la guerre moderne. Leur équipement est antidaté et leurs lignes de ravitaillement sont le chaos. Le plus dévastateur de tout, leurs prétendus alliés en Europe les avaient abandonnés. La Grande-Bretagne et la France ont déclaré une politique de non-intervention, un terme poli signifiant qu'ils regarderaient l'Espagne brûler sans intervenir. Ils ne vendraient pas d'armes ni n'enverraient de soutien. Ils ont fermé les yeux pendant que le fascisme se répandait comme une peste. La République était seule, désespérément seule. Mais la République avait une arme secrète, l'or, des montagnes d'or. La Banque d'Espagne était une forteresse, une structure imposante de pierre et d'acier au cœur de Madrid. Profondément sous les halles bancaires se trouvaient d'énormes chambres souterraines taillées dans le roc, remplies de murs en murs d'or. Cette richesse provenait de siècles d'empire. Pendant 3 siècles, l'or et l'argent ont coulé vers Madrid depuis les mines du Mexique et du Pérou. Les galions espagnols traversèrent les océans chargés de trésors qui ont construit des palais et financé des armées. L'Espagne était le banquier de l'Europe. Même lorsque l'Empire s'est évanoui, la richesse est demeurée. Crucialement, pendant la Première Guerre mondiale, l'Espagne est restée neutre. Tandis que l'Europe saignait ses trésors à sec, l'Espagne a vendu de l'acier, du charbon et de la nourriture aux 2 camps, exigeant un paiement en or. En 1936, les coffres contenaient plus de 700 tonnes d'or fin, la 4e plus grande réserve au monde, valant près de 100 milliards de dollars d'aujourd'hui. C'était la police d'assurance ultime, le fondation de l'économie espagnole. Mais maintenant,
Les fascistes étaient aux portes. Le gouvernement savait que si Franco prenait Madrid, il prendrait la banque. Avec cette richesse, Franco pourrait acheter les chars et les mercenaires nécessaires pour gagner la guerre. L'or devait être déplacé immédiatement. La décision est revenue à Juan Negrin, le ministre des Finances. Negrin était un homme complexe, un savant et professeur de physiologie qui comprenait profondément l'économie. Il était socialiste, mais un pragmatiste ruteleux. Il croyait que la République devait survivre à tout prix. Pour ce faire, il avait besoin d'armes modernes pour combattre l'armée soutenue par les Allemands de Franco. Mais les démocraties de l'Ouest avaient claqué leurs portes. La seule nation prête à répondre au téléphone était l'Union soviétique. Joseph Staline a vu une opportunité. Il a vu une chance de mener une guerre par procuration contre Hitler et, le plus important, de faire de l'argent. Staline n'était pas un idéologue. C'était un gangster à l'échelle géopolitique. Il exigeait des garanties. Il voulait l'or. Le plan a été ébauché en secret. Amener l'entière réserve d'or à Moscou pour mise en sécurité. Negrin et le Premier ministre ont signé l'ordre en septembre 1936, autorisant le transfert vers un endroit sûr. La logistique était étonnante. L'or était stocké 30 mètres sous terre dans des coffres protégés par d'énormes portes en acier. Pendant plusieurs nuits, une équipe de serruriers, de banquiers et de miliciens anarchistes a déplacé le trésor. Ils ont emballé l'or dans des caisses en bois, des caisses à munitions militaires renforcées pesant 65 kg chacune. C'était d'un lourd à briser le dos. 2 hommes devaient forcer pour soulever chaque caisse. L'or comprenait des barres standards et des millions de pièces historiques, des souverains britanniques, des aigles doubles américains et des doubloons espagnols, des conquistadors. Les camions sont sortis de Madrid au milieu de la nuit, se dirigeant vers Carthagène, un port naval sur la côte méditerranéenne. Le voyage était un cauchemar de routes obscures, évitant les bombardiers allemands et traversant des villages affamés où les gens n'avaient aucune idée que la richesse de la nation défilait devant leurs portes. Les chauffeurs et les ouvriers chuchotèrent des rumeurs, mais la sécurité était stricte. À Carthagène, l'or a été stocké dans des grottes taillées dans les falaises. Il a attendu là pendant des semaines pendant que les négociations finales avec les soviétiques avaient lieu. L'opération était supervisée par Alexandre Orlov, le chef de station du NKVD. Orlov était un maître espion, le représentant personnel de Staline, chargé de s'assurer que l'or atteigne Moscou. Des années plus tard, Orlov a révélé qu'il avait reçu un télégramme de Staline avec un message glaçant. Les Espagnols ne reverront jamais leur or, tout comme ils ne voient pas leurs propres oreilles. Dès le début, c'était un braquage. Fin octobre, 4 navires soviétiques sont arrivés à Carthagène. C'étaient des cargos ordinaires, peints en couleur terne pour éviter la tension. Le chargement a pris 3 nuits. Orlov a choisi personnellement des ouvriers communistes pour charger les caisses, leur disant qu'elles contenaient des munitions. Mais le poids a trahi le mensonge. Les passerelles grinçaient sous la charge massive. Orlov se tenait à l'écart, terrifié par les bombardiers allemands ou la sabotage anarchiste. Lorsque les navires ont appareillé le 25 octobre, ils transportaient 7800 caisses, 510 tonnes d'or, représentant 73% des réserves de l'Espagne. Le voyage vers Odessa était périlleux. Les navires longeaient la côte de l'Afrique du Nord pour éviter les sous-marins italiens et allemands, maintenant une stricte silence radio. Ils ont traversé le détroit de Gibraltar dans le noir, rampé devant la Tunisie et Tripoli, et finalement navigué dans la mer Noire. Lorsque les navires ont accosté à Odessa début novembre, l'or est physiquement entré sur le territoire soviétique. Le NKVD a saisi le contrôle immédiatement. Le port a été vidé et des troupes alignaient les rues. L'or a été déchargé sur des trains blindés avec des murs en acier et des gardes armés. Il a voyagé vers le nord jusqu'à Moscou, à la dépôt d'État pour les métaux précieux, connu sous le nom de Gokran. Le processus de comptage était humiliant pour les responsables espagnols qui accompagnaient l'or. Ils ont été forcés de rester derrière une barrière comme des visiteurs de musée, pendant que des comptables soviétiques pesaient et cataloguaient chaque barre
et chaque pièce. Le processus a pris des mois. Des discordances sont apparues. Des milliers de pièces manquaient, probablement détournées par des bureaucrates soviétiques corrompus. Début 1937, les soviétiques ont émis un reçu déclarant qu'ils détenaient l'or pour l'Espagne et le rendraient sur demande. Les Espagnols ont signé, impuissants à résister. De retour en Espagne, la République a payé un prix terrible pour les armes qu'elle a reçues. Staline les a facturées pour tout. Les chars, le carburant, les pièces de rechange, les munitions et même les salaires des conseillers soviétiques. Il les a fait payer pour l'expédition de l'or. Les soviétiques ont utilisé des taux de change manipulés pour rafler des profits et ont facturé des prix premium pour du équipement périmé et rouillé. Les historiens estiment la marge à 30 à 40% au-dessus de la valeur du marché. C'était une taxe de désespoir. De plus, la République a dû payer les salaires des agents du NKVD qui faisaient fonctionner des prisons secrètes et purgeaient les gauchistes anti-staliniens en Espagne. La République finançait sa propre oppression avec son propre or. En 1938, le compte en or était presque vide. Le taux de consommation de la guerre moderne dévorait la richesse séculaire. Les soviétiques ont ralenti les livraisons, laissant les soldats républicains rationner les munitions sur le front. Lorsque la guerre s'est terminée en avril 1939, les soviétiques ont déclaré l'or disparu. Ils ont prétendu que l'Espagne avait dépensé chaque centime et leur devait encore 50 millions de dollars. C'était le crime parfait. La victime était morte et le voleur détenait les papiers. L'or a été fondu dans des usines soviétiques, effaçant son origine espagnole. Les pièces historiques ont été transformées en barres anonymes. Les soviétiques ont vendu cet or sur les marchés internationaux pour financer leur propre industrialisation, construisant des usines qui produiraient plus tard les chars pour vaincre l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Paradoxalement, l'or espagnol a aidé à vaincre le fascisme. Mais en Russie, en 1943, pas en Espagne, en 1936. L'or a disparu, dissous dans l'économie mondiale, peut-être retrouvé dans des bijoux ou de l'électronique aujourd'hui. Mais le souvenir demeure. Juan Negrin, qui est mort en exil, a laissé ses papiers au gouvernement de Franco comme un acte patriotique final, fournissant la preuve du vol. Alexandre Orlov a fait défection vers les États-Unis, échappant aux purges de Staline pour raconter l'histoire. L'or de Moscou sert d'avertissement sur la nature de la géopolitique et de la richesse nationale. En temps de guerre, les nations désespérées prennent des décisions désespérées et les alliés peuvent être aussi prédateurs que les ennemis. Le jour où les camions ont quitté Madrid, les règles de la banque ont été brisées. L'or devait sauver la République, mais a instead acheté un contrôle étranger, une division interne et finalement la défaite. 510 tonnes d'or, la richesse d'un empire, ont disparu dans l'histoire, ne laissant derrière qu'une douloureuse leçon. Dans le chaos de la guerre, il n'y a pas de charité, seulement des intérêts et du pouvoir.